après ces réflexions de femmes politiques, de femmes de pouvoir, réalisé par Michel Dominici. Alors le machisme en politique est-il sur le déclin? Être femme en politique, femme au pouvoir, femme ministre ou femme présidente, pourquoi pas? Eh bien, est-ce devenu banal, commun, au point qu'on ne le remarque plus? Le temps des pionnières est-il passé? Et sommes-nous maintenant à un temps plus stable, si je puis dire, où les femmes politiques seraient devenues des hommes comme les autres, si je puis dire? Alors pour évoquer ces questions, autour de moi, des femmes, bien sûr, Catherine Tasca, qui est avec nous. Merci d'être là. Vous êtes sénatrice socialiste des Yvelines, ancienne ministre, ancienne vice-présidente du Sénat. En face de vous, Fabienne Keller, vous êtes sénatrice UMP du Bas-Rhin, ancienne maire de Strasbourg. Merci d'être avec nous. Hélène Jouan, vous êtes directrice des magazines d'info de France Inter. Et puis, Michel Dominici, vous êtes la réalisatrice. Et on va commencer avec vous en quelques mots. Il y a Jean Garrigue qui nous rejoindra. Il faut quand même un homme dans cette affaire, un historien pour parler de ce combat des femmes. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? C'est banal comme question, mais vous vous intéressez depuis longtemps au sort des femmes en politique et ailleurs? Déjà tout simplement parce que je suis féministe et aussi parce que j'avais l'impression que la plupart des documentaires sur les femmes les regardaient du point de vue de la victime, très souvent. Et j'avais envie de faire un film sur des femmes puissantes, juste histoire qu'on s'habitue un peu. Et, à l'idée que ça puisse arriver. À l'idée que c'est en train d'arriver. C'est normal. Au vu des 7 personnes qui figurent dans ce film, je trouve que, bon, qu'on aime ou pas, qu'on adhère ou pas à leurs idées, des femmes qui dans des situations de pouvoir. Voilà. Hein, et plutôt au gouvernement d'ailleurs, plutôt ministre, dans des vraies situations de pouvoir. Tester ou essayer ou souhaiter beaucoup de femmes? Vous avez eu beaucoup de refus? Il y en a qui n'ont pas voulu venir? Non, ça s'est passé comment? J'ai pas eu tellement de refus. Je voulais pas un trop grand nombre de femmes parce que je voulais qu'on puisse entendre vraiment leurs paroles, leur expérience, leur parcours à chacune. Donc, en gros, j'ai eu... face caméra. Pourquoi? Elle avait des raisons fort légitimes, d'ailleurs qui m'ont beaucoup influencé sur la structure narrative du film finalement, sur lesquelles je ne veux pas revenir parce que ce sont pour partie des raisons personnelles, mais qui étaient tout à fait audibles et j'ai eu une conversation très très intéressante avec elle. Lily Cresson, elle est emblématique. Elle est quoi? Elle a été blessée par son expérience? Elle n'en parle pas beaucoup, si? Non mais enfin, je ne veux pas parler en son nom, comme c'est assez gênant. Première ministre hein, de la 5e. Elle a pas envie de revenir sur son histoire du point de vue de la femme. Elle comme une personne politique. Comme beaucoup des femmes d'ailleurs. Du film? Bah oui. Qui vous ont dit ça? Le problème, c'est enfin, moi, ce que j'ai ressenti au terme de cette expérience, c'était que le problème des femmes, c'est qu'on les voit femmes avant de les voir femmes politiques. Et qu'elles veulent juste être considérées comme des... Oui, que le fait d'être femme pollue forcément leur discours au regard des autres. Hein, pas... Vous allez voir pour ça aussi. Donc vous-même, vous faites la même démarche. C'est le reproche que m'a fait Lily Cresson. D'accord. Moi-même, je suis allée la voir parce que c'était une femme politique. Vous en avez pensé quoi, Catherine Tasca, du film? Sur le fil entre un certain paternalisme qui est pour ces femmes, quelle que soit d'ailleurs leur origine politique et les tâches qu'elles ont à le regard de l'ensemble de nos concitoyens concitoyennes sur les femmes aux responsabilités. Vous pensez qu'on a encore besoin
c'est-à-dire de ce genre de film. En tout cas, il faut marteler le discours. Il faut faire exister les femmes comme des femmes de pouvoir, comme des femmes, je disais, comme des hommes comme les autres. Oui, La formule ne plaît pas, mais... Au-delà du discours, il faut leur donner des responsabilités. C'est ce à quoi nous travaillons depuis des années, parce que ce sont les faits qui font changer le regard et les mœurs. Voilà, donc il faut qu'elles occupent leur juste place, qui, selon moi, est tout à fait, devrait être tout à fait égale de celle des hommes. À parité. Fabienne Keller, le film. Alors moi j'ai beaucoup aimé les témoignages. C'est vrai que la seule personne qui est encore en progression dans la vie politique, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, et je crois que c'est un beau modèle de femme. Elle a failli être candidate à la présidence de l'UMP, à la prise de pouvoir. Elle a bien fait de ne pas le faire quand on voit comment ça se termine. Pareil, s'il y avait eu la présence d'une femme dans le débat, plus que de candidats et donc pas de duel, donc probablement plus ouvert. J'étais très émue de voir Simone Veil. Alors, elle n'est pas interviewée, mais elle est évoquée à plusieurs reprises. On voit ces femmes dans la vie politique, c'est rarissime à ce moment-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la diversité des opinions. C'est vrai qu'on regarde, comme le disait Madame Tasca, les femmes politiques d'abord comme des femmes. Eh bien, voyons qu'elles sont diverses, qu'elles ont des convictions variées. Elles sont comme ces messieurs. On trouve chez les femmes dans les tout mêmes clivages que chez les hommes. Exactement. Le même spectre d'opinions politiques, de personnalités, etc. Tout à fait. Mais comme il y en avait très peu, souvent on confondait le sexe, la femme, Oui. avec Et leur certains... qualité de femme occultait le reste. Exactement. Hélène Jouan. Oui, mais j'ai trouvé ça intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, certes, elles ont des opinions politiques différentes, elles racontent toutes quand même un petit peu le même parcours, le même regard posé sur elles. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est effectivement qu'il y a un aspect chronologique dans ce film. On part avec Simone Veil, qui incarne quand même la femme courage, la femme politique qui, derrière, j'imagine, toutes les femmes politiques qui, à un moment donné, s'investissent, ont cette image-là. Et puis, il y a une évolution jusqu'à, effectivement, Nathalie Kosciusko-Morizet, Rachida. Et vous demandiez s'il y avait encore des films à faire, s'il fallait encore se poser la question. Oui, parce que quand ce film s'est arrêté à un moment donné, vécu de nouvelles élections législatives, il y a 26% de femmes à l'Assemblée nationale, c'est un record. Bon, normalement. Comme Cécile Duflot qui se fait huer, moquer parce qu'elle a une robe à fleurs, et un député le ministre, et elle est la première, et moi j'ai trouvé ça assez... À le reprendre, elle dit, écoutez, vous allez juste je vais vous appeler monsieur la députée, je vais vous appeler je sais pas comment, enfin ça n'a pas de sens. Et donc on voit bien que c'est encore un combat. Moi j'étais assez frappée par NKM qui à un moment donné dit... moi, j'étais polytechnicienne, je pense qu'elle a fait des études incroyables, ingénieure, etc. Je ne savais pas qu'il y avait encore des combats menés, et c'est en rentrant dans ce milieu professionnel, dans ce milieu politique, qu'elle a découvert la réalité du combat que je me rends compte qu'il y a encore des combats à mener. Vous avez choisi Madame la ministre. Oui. Quelquefois, on est troublé parce qu'il y a quelquefois des femmes ministres qui ne demandent pas cette particule féminisée. On les appelle. Une femme n'est pas forcément féministe. Oui. Donc Voilà. il y a des femmes qui ne partagent pas ce combat-là. Et c'est normal, enfin, je veux dire, c'est normal qu'on ne soit pas toutes d'accord. Donc oui, certaines femmes, alors après, ça se cache derrière des raisons grammaticales, historiques, traditionnelles, etc. Mais Michel Alliot-Marie l'assume, par exemple. Michel Alliot-Marie l'assume. Dans le film, elle l'assume ouais. très bien. Et d'ailleurs, elle est intéressante, Michel Alliot-Marie, parce qu'elle raconte quand elle était présidente du RPR, son comité était à parité. Alors, elle est à la fois... Il n'y a pas des gentils, des méchants. Il y a simplement des femmes qui essayent de faire un parcours de pouvoir.
ministre, ça peut être aussi pour certaines la façon de dire on occupe une fonction et qu'on soit homme ou femme, ce qui non, je sais pas. Hein. C'est Oui, légèrement non. contradictoire parce que dans la fonction qu'elles occupent, on les voit toujours comme femmes. En revanche, on leur demanderait que leur titre reste masculin. Oui, mais enfin, on Sauf peut que, dire la oui, ministre. Pardon. quand on est dans des positions donc d'exercer un pouvoir, les signes que la ministre, ça accrédite tout de même dans l'opinion qu'effectivement, on peut être femme et ministre. Féminiser comme ça toutes les fonctions, tous les titres, Quand ça etc., à chaque fois n'aboutit que c'est possible. Quand ça n'aboutit pas à une À des prononciation aberrations. film, elle dit on en voit des signes, elle parle de ce qu'elle a homme ou femme d'ailleurs, on en voit des signes. Et pour les femmes, c'est important puisqu'il y a toujours le doute. Passer quelques extraits, et notamment ce que nous raconte justement NKM sur la facilité qu'il y a ou pas. Entre eux. Il y a des chemins, ils peuvent se comparer. Les femmes n'ont pas. Histoire. Je veux dire, vous avez Jeanne d'Arc, Marie Stuart, Catherine II de Russie. On peut continuer. C'est un peu lourd comme antécédent. Donc chaque femme doit inventer son propre parcours. C'est forcément plus difficile. Moi, je trouve aussi que c'est très intéressant. Il ne faut pas le voir seulement comme un problème. Voilà, et pendant ce temps, Jean Garrigue, donc historien de la chose politique, et notamment de cette montée des femmes dans le monde politique, nous a rejoint. J'ai envie de vous demander, par rapport à ce que dit NKM, ce qu'ont été vos modèles à vous, de femmes en politique, quand vous êtes arrivés. Ou quand vous disiez tout à l'heure, j'ai vu Simone Veil, ça a été une révélation. Ah oui, ça a été une révélation et à peu près à la même période, peut-être 1 ou 2 ans avant, moi j'avais Gisèle Halimi, ce fameux procès de Bobigny, Oui. avec une jeune femme violée qui se fait avorter. Et Gisèle Halimi, dont je ne partage pas les idées, mais pour moi c'est un modèle pareil, de courage, d'engagement, de défense. Donc je pense que les modèles, on peut les trouver en politique, mais aussi voilà, dans l'action, dans la conviction, portée jusqu'où il faut pour faire gagner les idées. Parce que avant de l'avoir, vous pensiez que votre avenir était d'être mère au foyer, etc. Il n'y a pas d'ambition comme ça ou c'est non, pas... j'étais haute comme 3 pommes, donc voilà, j'étais pas très ça grande. résonne en vous? Dites, une femme, elle peut faire des choses comme ça? Je ne sais pas, mais ça a résonné. Et pour moi, tout au long de ma carrière, je me suis souvenue, enfin, ça m'a porté. On a quand même beaucoup de chance. Enfin, moi, j'ai bénéficié, comme NKM, de portes qui ont été ouvertes par d'autres avant. Moi, j'ai fait Polytechnique. Je veux dire, c'est des filles qui se sont battues pour ça pendant des années. Et nous, on a la chance de pouvoir y rentrer et du coup d'avoir un diplôme presque masculin qui nous rend plus crédibles dans ce monde d'hommes. Hein, c'est une espèce de sésame. C'est un beau sésame que d'arriver avec un diplôme de Polytechnique. Quand je croise Monsieur Giscard d'Estaing... C'est peut-être pas tout à fait une femme, elle a fait Polytechnique, c'est ça? Je ne sais pas, mais quand je croise Monsieur Giscard d'Estaing, qui aime beaucoup venir à Strasbourg, il me regarde et il me dit... Cher camarade. Et d'un coup, ça va mieux. Non, je pense qu'il y a, voilà, il y a quelques clés. Le procès en incompétence, du coup, qu'on peut moins instruire dans ces cas-là. Ils ont l'impression que d'avoir un diplôme, à mon avis, ça n'a pas grand-chose à voir avec tout le respect que j'ai pour les gens qui ont fait Polytechnique. Mais tout à coup, ah oui, elles ont fait des études. Oui, le regard change. Ouais. Et puis, ça crée une habitude d'être dans un univers d'hommes. Parce que voilà, à l'école, on était aussi, enfin, on était une fille sur 15. Ouais. Il y a une époque, c'était encore un événement, la première femme polytechnicienne, la première femme. Simone Veil, pas
pas seulement parce que c'est une femme qui est arrivée au sommet, mais parce qu'elle s'est battue sur un sujet fondamental pour les femmes. L'IVG, c'est une révolution pour les femmes de ma Elle génération. était porteuse d'une Donc, réforme pas seulement emblématique. Enfin, absolument, ouais. absolument. Elle a mis les mains, si j'ose dire, dans le cambouis pour se battre sur un sujet, avec l'appui d'ailleurs du président de la République, pour se battre sur un sujet En tout à fait essuyant des fondamental. moqueries, des sarcasmes de la Oui. part de ce monde Si je remonte machiste plus de loin, l'Assemblée. si je remonte plus loin, ma référence c'est Louise Michel, parce qu'elle aussi, c'est une femme qui a agi dans un contexte historique. Elle s'est battue et elle l'a payé cher, mais pour moi c'est un vrai modèle. Mais quand vous dites c'est un modèle, Louise Michel ou Simone Veil, ça veut dire là aussi que quand vous les voyez, vous les voyez prendre parole, prendre la parole, intervenir, etc., vous vous dites à laquelle on pourrait bien ressembler dans son engagement. Pour moi, c'est pas cette référence qui m'a amené à entrer en politique. J'ai eu d'ailleurs un long parcours professionnel avant d'entrer en politique. Mais en tout cas, ce sont des femmes qui ne se laissent pas enfermer dans le modèle dominant. Et je crois que c'est une des caractéristiques d'ailleurs du film que nous venons de voir, c'est que ce sont toutes des femmes qui font leur chemin avec un grand volontarisme. Alors, souvent bardées de diplômes, en effet, mais pas forcément. Et une chose m'a frappée dans le film, on ne l'a pas encore dit, c'est qu'aucune d'entre elles ne fait allusion à la compatibilité avec la vie de famille. Les femmes montrent, on va en parler tout à l'heure. Les femmes montrent, elles disent ça, qu'elles sont beaucoup plus elles regardent le temps passer et les enfants qui soient retrouvés. Ne se hasardent pas à ça. Attendez, Jean-Garry, on va revenir avec vous, vous allez m'expliquer un petit peu d'où ça vient, d'où on vient dans ce thème-là. Mais Hélène Jouan, quand même, vous qui fréquentez, c'est votre métier, des femmes politiques, est-ce que, bon, bah voilà. Est-ce qu'il y a aussi des hommes politiques quand même. Oui, j'espère, les deux. Mais est-ce qu'il y a des constantes? Est-ce que vous êtes frappé par des points communs contre toutes ces femmes qui s'engagent en politique? Je pense qu'elles sont quand même, parce qu'elles justement, elles ont à se battre dans un monde d'hommes, elles sont un peu plus volontaires, un peu plus tenaces. Je parlais tout à l'heure du procès en incompétence. Je veux dire, elles, il faut toujours qu'elles démontrent qu'elles sont au moins aussi bonnes, plutôt meilleures d'ailleurs. Il y a plein de députés hommes qui sont plus, je sais pas, pour donner non mais un terme pas trop péjoratif, mais plus médiocres parfois que les femmes. Alors il y a aussi, et il paraît que c'est ah oui, c'est encore vrai, mais bien sûr. Il y a encore besoin quand on est femme d'en faire plus, d'en prouver plus. Mais évidemment. D'abord. Populaire en 1936, il y a quand même 3 femmes qui entrent au gouvernement avec des postes assez subalternes, il faut bien le dire. Mais c'est la première fois. Qui était le grand parti de la Troisième République, était très hostile à la présence des femmes dans la vie politique parce qu'il considérait que les femmes étaient les alliés de l'Église. Voilà. Ce qui n'était pas faux d'ailleurs à l'époque. Et qu'elles votaient conservateur. Et qu'elles votaient conservateur. Donc ça conscience qu'il y a des femmes qui se sont engagées dans la résistance, qui ont joué un rôle politique dans la résistance. Les résultats ne sont pas très probants. Alors vous avez 2-3 ministres à la Libération en 1946, une socialiste, André Viénot, Germaine Ponceau-Chapuis, qui est la première ministre en tant que telle, ministre de la Santé, évidemment, parce que les femmes sont assignées à un certain nombre de fonctions. Elles ont le droit de vote quand même. Alors elles ont le droit de vote. 46. Mais, oui, mais ça n'empêche pas que vous avez... Pas mieux. 45, 46 44 et 42. Voilà. Ça a été ridicule le nombre de femmes. Alors après, c'est quoi les grandes étapes? Parce que moi j'ai noté mai 68, le MLF, le manifeste des salopes, enfin, etc. Tous ces trucs-là, est-ce que c'est des grandes étapes effectivement où les femmes s'invitent dans le débat public et politique?
années 68 et dans les années 60 un peu partout, que les femmes sont là, qu'il y a le MLF en 70, etc. Et Giscard d'Estaing pour la première fois un portefeuille qui s'occupe des femmes. Alors c'est pas encore les droits des femmes d'Yvette Roudy après, parce que ça va s'amplifier ensuite avec François Mitterrand, mais il y a un vrai tournant là. Il y a autant de femmes ministres sous le septennat de Giscard d'Estaing que dans les 30 ans qui ont précédé. Vous dites Là, Giscard, il y a il y a Mitterrand quand même, avec Mitterrand. Édith Cresson, Premier ministre. C'est quand même la première fois qu'une Voilà. femme est Premier ministre. Ça, Et on c'est sait aussi- qu'on a les années 70, une majorité de Français n'est pas prête à voir des femmes politiques, à voir des femmes ministres. Et Mitterrand... Ça posait c'est problème pareil. à l'opinion. Ah, ça pose problème à l'opinion. Les sondages qui sont faits à l'époque montrent qu'il y a une réticence. Et on voit Parce bien, que quoi? d'ailleurs. Parce que procès en incompétence? Parce qu'on trouve qu'une femme quand même... hein? Je ne sais pas, mais ce qui est très intéressant dans le film, c'est que Elisabeth Guigou, qui à l'époque est encore jeune, elle dit le fait de nommer Simone Veil ministre par capillarité, c'est-à-dire la notion d'exemplarité, et même nous, chez les hauts fonctionnaires, on a vu un effet immédiat. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi, donner des signes à la société. Et quand Giscard est très moderne en nommant une femme ministre, il ne joue pas que sur le gouvernement. Il dit aussi à la France entière, société. les femmes peuvent avoir le pouvoir, exercer le pouvoir. Et je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on en est encore là. En termes de minorité, c'est comme Marie-Rose Elma qui arrive aux 20h de TF1. On est dans Enfin, en des- minorité, on est à 50%. Pardon. C'est vrai, c'est votre remarque. Et vous, Madame Tasca, on dit Giscard a été novateur. Est-ce que Mitterrand l'a été aussi? Est-ce que vous l'avez senti comme ça, comme quelqu'un effectivement qui Tout à fait. était moderne dans sa perception de la société? Alors, on l'entend d'ailleurs dans le film, pour un homme de sa génération, en tout cas, il était réputé porter un regard tout à fait égalitaire sur les femmes. Et d'ailleurs, quand on regarde les gens qui l'entouraient, son cabinet, ses conseillers à l'Élysée, il a fait confiance pour des tâches très importantes à des femmes autant qu'à des hommes. Bon, l'exemple d'Anne Lauvergeon. Et donc, lui a envoyé des signes très forts, le plus fort étant la nomination d'Édith Cresson, mais il a, tout au long de son parcours politique, Et c'était un choix, travaillé. c'était délibéré, si je puis dire. Enfin, c'était une volonté politique. Je ne sais Par pas si calcul, on peut mais- appeler ça un calcul, mais en tout cas, il sentait que c'était nécessaire. C'était nécessaire. En même temps, les signes ne suffisent pas à transformer la situation. C'est pour ça qu'on est arrivé avec Lionel Jospin à la loi sur la parité. Parce que sinon, ce sont des décennies encore où il lui fallut attendre Alors, la montée des femmes en politique. Il y a eu Juppé aussi, et ces Juppettes, vous le voyez comment? Je n'ai pas vu les raisons politiques ou techniques qui expliquaient ce mouvement C'était quoi? d'aller-retour. Sursaut machiste, c'était quoi? Oui, et puis, vous savez, le grand problème, c'est que les femmes, quand elles prennent des responsabilités, on considère qu'elles prennent la place d'un autre homme. Et les hommes sont extrêmement avares sur les postes qu'ils occupent. Et je pense qu'Alain Juppé a dû subir des pressions du reste de Ah, son vous pensez que gouvernement. certains hommes ont dû intriguer pour les pousser dehors, ces Mais Juppettes? bien sûr, Elles sont plus faciles à mais virer, bien les sûr. femmes. Pourquoi Bien ils sont plus sûr. faciles à virer? Parce que, effectivement, je crois que d'abord, il y a des hommes derrière qui veulent absolument attendent la place. prendre leur place. Oui. Donc, et puis souvent, elles n'ont pas constitué non plus, je trouve, ces réseaux politiques, peut-être parce qu'elles sont plus jeunes aussi en politique, mais il n'y a pas derrière ce poids politique. D'ailleurs, pour certaines, ça peut être. On n'a pas pu parler, et c'est vrai pour les femmes, d'erreurs de casting. Certaines sont arrivées, on se demandait quand même un petit peu. Non, mais pour les hommes aussi, il y a des erreurs de casting. Mais je veux dire, bon, voilà, des C'est un femmes. procès qu'on fait plus facilement aux Oui, femmes. mais qui parfois n'est pas dénué de Ça peut vérité. arriver aussi. Bien sûr, non, mais bien sûr. Et Ségolène Royal, vous en parlez pas beaucoup. Première femme candidate à la présidentielle, quand même. Là aussi, c'est quoi? Ça veut dire que c'est une étape fondamentale ou pas? C'est sûrement un signe de maturité de la démocratie hein, et d'ouverture. C'est une bonne nouvelle pour vous qu'elle soit candidate face à... Plutôt bonne, oui, qu'une femme puisse accéder à ce niveau de responsabilité. Après, les électeurs en ont décidé autrement, mais je crois que c'est un signe important, même s'il ne faut pas se leurrer.
il y a toujours eu plus de progrès au niveau des élites les plus élevées que dans la masse en dessous. Et je voudrais apporter mon petit témoignage. Moi, il y a une vingtaine d'années, 20 ans exactement, j'ai été la première femme au Conseil général du Bas-Rhin. 44 élus, pas de femmes. C'est pas si loin. D'ailleurs, on m'avait dit très gentiment, l'UDF, dont j'avais l'investiture, est sûr de perdre. La preuve, ils ont choisi une femme. Je pense que les femmes qui, dans les petites communes rurales, essayent d'accéder aux fonctions de maire, auxquelles on demande d'être patiemment conseillère municipale, adjointe une fois, 2 fois, avant d'accéder à la responsabilité, elles ont vraiment un chemin long et où le fait d'être femme est, voilà, c'est quelque chose qu'il faut porter et il faut sans cesse, par sa compétence, par sa disponibilité, justifier qu'on peut aussi avoir accès à la fonction. Donc je pense qu'il y a un travail un peu de fond que les têtes d'affiche masquent quelque part parce que grâce à leurs études, à leur brio, à leur caractère, leur personnalité. Ce sont des locomotives, mais derrière, il faut quand même ramer. Oui, et il faut aider. Et il faut aider, d'où l'intérêt de la loi sur la parité quand même, pour qu'il y ait une masse de femmes qui rentrent dans la politique, qui ait un vivier, qui ait ainsi une élite qui se forme. Enfin, on est encore à 22% à l'Assemblée. Expérimentée, que les jupettes n'arrivent plus. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bien souvent, je dirais que la sphère gouvernementale a anticipé ce qui n'était pas encore fait dans le reste, dans la masse de la vie politique française. Et on voit bien d'ailleurs pourquoi est-ce que Édith Cresson, très très vite, est mise en danger, renversée, enfin mise à la porte au fond, par les éléphants du Parti socialiste. Parce qu'elle a, justement, elle n'a pas de réseau dans le parti, elle n'a pas ce dont disposent les Bérégovoy, Rocard et autres barons du socialisme, ou Mauroy, etc. Pourquoi est-ce que les jupettes, on le disait tout à l'heure, ont duré quelques mois? Parce que, justement, elles n'avaient pas cet ancrage dans le parti. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir Ségolène Royal. Elle était victime de ça uniquement ou victime aussi d'elle-même? On a le droit de se poser la question? Les deux, Elisabeth Guigou le reconnaît. Elle n'a pas été à un moment donné sûrement à la hauteur de sa tâche. C'est pas forcément la bonne personne pour la fonction. Juste sur les vocabulaire dont on sait. Parfois, on l'utilise aussi en disant qu'il y a des hommes qui ne sont pas à la hauteur. Même moins. Sûrement. Juste un mot sur les jupettes. Moi, j'étais frappée dans le document. Il y a quelques archives de reportages télé, ou radio, enfin là c'est la télé. Je suis très frappée par le vocabulaire très machiste des journalistes, en réalité, où on est le reflet nous-mêmes. Donc les jupettes, c'est peut-être, je ne sais plus qui l'a inventé, mais enfin c'est nous qui le mais qui, enfin, c'est incroyable d'entendre ça. Et nous, c'est nous. Vous faites une belle transition parce que justement, on va réécouter cet échange assez savoureux de Michèle Alliot-Marie justement sur le présentateur à propos du discours d'investiture d'Édith Cresson. Et le présentateur la questionne sur sa tenue, enfin la tenue d'Édith Cresson. Mesdames et messieurs les parlementaires, le gouvernement que Monsieur le Président de la République m'a demandé de conduire se donne un objectif prioritaire, faire réussir la France dans l'Europe de 1993 et dans le monde de l'an 2000. J'ai envie de vous demander, Madame Alliot-Marie, d'abord, comment vous avez trouvé le look d'Édith Cresson? Est-ce que vous avez aimé sa veste pied de poule et sa façon de retrousser les manches avant d'attaquer? Écoutez, moi ça m'ennuie beaucoup, vous me parliez de ça, parce que je crois que Édith Cresson est Premier ministre, et c'est le Premier ministre que l'on a jugé. Le reste, les détails vestimentaires, on peut parler. Vous voulez qu'on parle de votre cravate, en fait? Elle vous plaît? Elle est pas mal. Elle avait fait son discours de politique générale, et les attaques avaient été d'une violence inouïe sur le son de sa voix, sur la façon dont elle était habillée. C'est-à-dire qu'on avait complètement nié. On pouvait discuter ce qu'elle disait, c'est pas le problème. Mais on avait complètement nié son message politique. Alors voilà, et vous le disiez en plateau, la riposte de Michèle Alliot-Marie est quand même bienvenue. Elle est top. Et votre cravate, elle est comment? Bon, c'est pas mal. Mais le machisme, si vous avez un exemple comme ça qui vous a frappé de machisme au quotidien, c'est quoi? Dans votre expérience personnelle. Dites-nous tout. Moi, j'ai été maire de Strasbourg et je suis plutôt énergique. J'aime décider. Quand on est femme, on n'a pas d'autorité. On est autorité. Extrêmement difficile
dessiner le chemin de crête entre, voilà, être quand même à la hauteur, assumer, décider, avancer. Faire preuve d'autorité sans que ça soit perçu comme une autoritaire, une hystérique, c'est aussi le terme qui vient facilement. On est un petit peu... difficile de construire cet équilibre en s'affirmant, en s'engageant, mais sans passer du côté négatif, c'est-à-dire où on se fait traiter d'homme, en fait. Donc, non. Une fois théorisé sur ses tenues, justement, sur sa façon de s'habiller pour inspirer une sorte de respect, plutôt, etc. Avec ça, on y pense. Avec une référence virile, toujours. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle l'assignation de genre. C'est-à-dire que la femme, elle doit correspondre à un certain nombre de canons. Lorsqu'elle en sort un tout petit peu, voilà, hop, il faut dire qu'elle a occupé tous les ministères régaliens, de la défense, de l'intérieur, etc., de la justice. Bon, Mme Tasca, le machisme. Oui, il est très présent, il est souvent non, mais inconscient. des anecdotes, des choses comme ça. Ce n'est pas des anecdotes, mais par exemple, en France en particulier, les hommes, en politique comme ailleurs d'ailleurs, sont souvent... C'est-à-dire que dès qu'une femme donne un tout petit peu prise, alors soit parce qu'elle est très jeune, très jolie, très séduisante, soit parce qu'elle ne l'est plus du tout, soit parce qu'elle s'est habillée d'une manière qui fait qu'on la remarque. Je pense au tailleur rose de Roselyne Bachelot, par exemple. Et en c'est tout cas, moi, mocassin. je le ressens. Quoi, elle avait c'est crocs, voilà. Pour une bégale, et en même temps de ne pas se laisser entraîner sur ce terrain. Par ailleurs, Mme Tasca, moi j'ai l'impression, vieux machiste que je suis, j'ai quand même l'impression de voir ça maintenant... se corrige, hein. Je sais pas... De plus en plus de femmes qui assument leur féminité, qui jouent, qui se comportent en femmes, qui sont belles, qui sont jolies à regarder, qui sont etc. et qui sont à des postes de gouvernement. Et tout va bien. Est-ce qu'on n'a pas évolué de ce point de vue-là? Regardez les Rachida Dati, etc. Est-ce qu'on n'a pas évolué? C'est quand même pas une condition de la nomination aux responsabilités. Non, mais je veux dire, on n'a plus forcément besoin d'être anonyme dans sa façon de se vêtir. On peut être femme maintenant. J'ai l'impression qu'il y a un changement. Est-ce qu'il y a un changement? Sur le fond, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Lire les choses, regardez comment tout Paris bruit sans arrêt de liaisons comme ça. On en a parlé, il faut dire les choses comme... Du temps d'Édith Cresson, le nombre de gens qui m'ont dit « Ah, c'est la maîtresse de François Mitterrand ». Enfin, c'est absolument fou, mais des choses comme ça... Si une femme réussit, c'est forcément grâce à ça. Il y a quelque chose. Rachida Dati, n'en parlons pas, elle était quand même très attaquée, Rachida Dati, sur sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter, sa vie privée, etc. Je trouve que, et c'est très récent tout ça. Donc moi, ça me semble quand même un tout petit peu... Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Alors, on va parler vie privée, justement. Avec une petite transition, on va passer par ce que disait Marie-Georges Buffet sur les femmes montres, justement, on en parlait. Et puis, on parlera de vie privée, parce que là, sur ce thème-là, il y a peut-être des choses à dire quand même. Les femmes montres. Moi, j'ai commencé à être mère adjointe, mes enfants étaient petits. Bon, je savais que la crèche, c'était 19h. Donc, par exemple, les réunions où tout est dit, mais où tout le monde continue à discourir, parce qu'il faut quand même placer sa parole, moi, m'ont toujours crispé. Donc, moi, j'avais une façon de diriger au ministère les réunions des directeurs d'administration ou de mon cabinet, où quand les choses étaient dites, on tranchait, puis c'était dit. Hein, le temps passait. Souvent, on s'appelait comme ça, les femmes militantes, on s'appelait les femmes montres. D'abord, on a plus le souci de la précision. Ensuite... j'ai toujours vu, moi, mes collègues ministres, par exemple, avoir plus à cœur d'évaluer les résultats que d'être en permanence dans des effets d'annonce. Voilà. Bon, mais après, il ne faut pas généraliser, parce que j'ai beaucoup de collègues masculins qui aussi ont cette approche-là. Mais
On va dire que globalement, les femmes, parce que sans doute c'est culturel, elles ont été habituées depuis toujours à s'occuper des problèmes pratiques et matériels. Voilà. Alors, un mot peut-être sur cette façon d'exercer le pouvoir de la part des femmes qui serait différente de celle des hommes, et puis on va parler de la vie privée, parce qu'il y a des petites choses dans l'actualité en ce moment qui nous interpellent. C'est effectivement ça, les femmes montent, vous vous y reconnaissez là-dedans, moins de palabres et plus d'efficacité, etc. Oh oui, je crois. Moins de paraître. Ouais. Oui, même si c'est forcément un jugement un peu global, et on est suffisamment nombreuses désormais pour que voilà, la diversité soit la règle. Mais c'est vrai que souvent les femmes sont plus structurées, plus organisées, aiment bien avancer. Le monde politique, c'est un monde qui privilégie beaucoup la parole, le discours. Et ça, c'est un désavantage pour les femmes, souvent. D'abord parce que... C'est un désavantage ou c'est un désavantage. Un désavantage. Parce qu'elles ont moins ce goût du discours. Elles sont parfois désavantagées aussi par leur voix. La voix, oui, qui est moins puissante. C'est un vrai problème. C'est tout bête, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, parfois. Ah oui, on est une octave au-dessus. Donc en fait, on passe moins dans une réunion qui chauffe. Dans le monde dans ce monde de parole et de discours, la femme doit faire effort sur elle-même pour entrer. Ça, c'est certain. Et alors, sur la vie privée, parce que bon, on a vu. On annonce avec un texto qu'on se sépare d'un ministre, femme journaliste. On annonce avec un tweet toute l'inimitié ou la rivalité qu'on a avec la précédente compagne du chef de l'État, etc., etc. Bon, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, est-ce que c'est féminin d'aller mélanger, si je puis dire, vie privée et vie publique? Vous me regardez comme si j'ai des énormités, je commence à avoir peur. Je pense que c'est pas féminin. Je pense que c'est une évolution, notamment médiatique, c'est-à-dire un intérêt, une sorte d'américanisation de la pipolisation de la vie politique, à laquelle se sont prêtés complaisamment un certain nombre de personnalités politiques, hommes ou femmes. Enfin, on peut penser à une époque, et puis évidemment Nicolas Sarkozy, etc. Qui ont mis en scène éventuellement leur couple. Qui ont mis en scène le couple, oui. Mais je ne sais pas si c'est une caractéristique féminine. Moi, je crois qu'il y a différentes attitudes. Il y a des femmes, au contraire, qui protègent entièrement leur vie privée, au point parfois de paraître un peu inhumaine, enfin voilà, différente des autres. Très froide, très distante, etc. Pour protéger les enfants, les relations personnelles, pour avoir une Mais comme il y a ce souci quand même constant de devoir gérer plusieurs vies en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une imbrication naturelle qui se fait plus fortement? Question. En tout cas, sur la gestion du temps, il est clair que les femmes, sauf à être extraordinairement aidées chez elles, doivent en effet regarder beaucoup la montre et se préoccuper de problèmes qui n'ont rien à voir avec leur vie politique, avec leur responsabilité. Mais moi, je pense que alors pour le coup, que c'est une chance parce que ça maintient les femmes dans la réalité, et c'est de ça que nous avons besoin. Si ça peut, en plus, quand elles sont au pouvoir, les amener à résoudre concrètement certains problèmes, je pense aux gardes d'enfants, je pense à l'IVG, etc. Les crèches, etc. Hélène Jouan, et sur ces femmes d'eux, est-ce que l'une des révolutions, elle n'est pas apportée aussi là-dessus aujourd'hui, sur la façon d'être femme d'eux, ou d'être regardée autrement comme une femme d'eux, justement? Je ne comprends pas femme d'eux, c'est-à-dire les compagnes, les épouses, etc. Là, je crois qu'elles sont juste en train d'essayer de trouver leur rôle. Je veux dire, Carla Bruni-Sarkozy a essayé d'avoir un rôle. Valérie Trierweiler essaie aujourd'hui de trouver le sien. Elles ont des raisons personnelles qui font qu'après tout ça est un petit peu compliqué. Après, je pense qu'effectivement, enfin moi je sais pas, je ne souhaite pas ça à ma pire ennemie de devenir première dame de France. C'est quand même le truc le plus horrible qui puisse arriver. Non mais on n'existe plus, mais on existe quand même et on doit être jolie, etc. Là, on n'a plus le droit de rien faire, de rien dire. Elle dit qu'elle veut continuer à être journaliste. On ne voit pas comment c'est possible. Alors là, elle a trouvé un petit équilibre fragile, mais c'est vrai que c'est quand même très très compliqué. Donc non, je crois pas. Enfin, je crois pas que ce soit en tout cas comme ça que le sort des femmes, le statut des femmes s'améliore. C'est pas par elles, malheureusement. Alors après, moi, je leur souhaite tout le bonheur possible et elles font ce qu'elles peuvent pour s'en sortir. Non, mais quand on acceptera peut-être enfin qu'elles aient une vie indépendante justement de leur homme, si je puis dire. Mais elles ont une vie indépendante. Mais moi, au début, je me suis dit, évidemment, enfin, pour parler de Valérie Trierweiler, je me suis dit, oui, elle a 3 enfants. Elle explique qu'il faut qu'elle travaille pour nourrir ses 3 enfants, et c'est formidable parce qu'après tout. Et puis au bout d'un moment, je dis oui, mais enfin les journalistes, elle va faire quoi dans la vie? Enfin, tous les. Alors bon, là je vous dis, elle a visiblement trouvé un équilibre. Puis moi, j'ai pas du tout envie de. Enfin, à la limite, ça m'intéresse quand même
assez moyenne dans sa, je dois dire. Là aussi, il y a une sorte de point de vue machiste quand même, sur toutes ces affaires-là. Enfin, le triangle Hollande, Trierweiler, Ségolène Royal, il y a un petit côté quand même fédot derrière tout côté ça. français, quoi. Très franchouillard, très grivois. On reste quand même prisonnier de beaucoup de clichés de ce genre. Mais effectivement, moi là où je pense que c'est important, c'est plutôt, on en parlait tout à l'heure, au niveau de la masse des femmes qui peuvent s'engager en politique. Voilà. C'est vrai qu'elles restent prisonnières encore d'un certain nombre d'assignations, c'est-à-dire de la femme qui est la mère de famille, qui s'occupe de la gestion du foyer, etc. Enfin, la gestion, en tout cas, des choses ménagères. Bon, ça, c'est un vrai obstacle. C'est un vrai obstacle. Il nous reste une minute. Si on vous posait la question, je vais vous la poser d'ailleurs, ça va être plus simple. Comme être femme en politique, ça vous a aidé ou ça vous a desservi? Qu'est-ce qui commence? Ou ça a été Ça n'a jamais été un frein. En tout cas, moi, je suis entrée en politique tardivement, après m'être vraiment réalisée dans une vie professionnelle. Et ça, je crois que c'est très important. Quand je serai au terme de ma vie, je serai aussi fière de ma vie professionnelle que de ma vie politique. Objectivement, ça n'a pas été un frein, tout simplement parce que nous, les femmes qui arrivent à ce niveau de responsabilité, nous ne sommes que des exceptions. Et là, on surmonte les obstacles, on surmonte les résistances, on saisit les chances qui nous sont données. Le vrai problème des femmes, c'est celui de la très grande masse des femmes. Être femme, pour moi, ça ne m'a ni aidé ni pénalisé. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment, pendant mon enfance, l'encouragement de mes parents, de ceux qui m'ont portée, éduquée, et bien que je sois une petite fille, qui m'ont vraiment encouragée à aller de l'encouragement à être ce que vous vouliez être. Absolument. Toute petite fille que j'étais. Fille, femme ou pas femme, enfin, voilà. Etc. C'est ça. Bon, mais ça n'a pas été un atout, ça n'a pas été, pourquoi pas, parce que quelquefois on peut aussi être portés parce qu'on a besoin de femmes à des postes de responsabilité. Ça existe aussi. Donc vous, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Bon, et quelle mesure, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour que les choses évoluent un petit peu plus et qu'on arrive à avoir un peu plus de femmes en politique, dans les assemblées notamment? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Il faut que les femmes accèdent à la formation dans tous les domaines et au plus haut niveau, parce que nous sommes dans une société où on se débrouille quand même mieux avec des diplômes que sans diplôme. Ça, oui. C'est incontestable. Ensuite, il faudrait vraiment une solution massive en ce qui concerne les gardes d'enfants. Pour une femme, c'est ça le vrai souci, c'est ça la plaie. Et puis l'égalité salariale. Aujourd'hui, il y a tout de même beaucoup de femmes qui se débrouillent dans la vie sans avoir un compagnon qui assume. Hein. Donc leur indépendance matérielle, elle est devenue tout à fait cruciale. Merci beaucoup. Oui, lever ces obstacles, mais aussi changer le regard. Hein, se dire que les femmes, voilà, elles ont leur caractère, leur rapport, et que dans une société qui est 50-50, la représentation politique doit être pareille. Pour que demain, les hommes puissent devenir des femmes comme les autres. Ça, vous voulez voilà, qu'on en arrive là. Bon, merci en tout cas. Merci d'être venu nous parler de cette question sur laquelle on revient régulièrement, mais on a raison d'y revenir. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé cette émission. C'est une femme. Je vous rappelle notre adresse internet. Je vous dis que dans une semaine, vous retrouverez Dominique Souchier qui vous parlera des déserts médicaux. Sujet d'actualité. Nous, on se retrouve dans 15 jours et je vous souhaite une bonne semaine sur Public Sénat.